Le duathlon, c'est vrai que on dit toujours le petit frère du triathlon. On dit souvent c'est pour les triathlètes qui savent pas nager. Il y en a d'autres qui disaient que c'était pour les coureurs qui savent rouler à vélo aussi. On a été les premiers champions du monde, donc c'était marrant aussi écrire un peu l'histoire du duathlon et du relais mix duathlon. C'est fini la méthode norvégienne, je ressens que la méthode belge marche pas mal. Bonjour à tous, il y a quelques jours j'étais à Valence en Espagne, à 2 jours d'un 10 km qui se court là-bas chaque année début janvier et qui commence quand même à être assez connu avec pas mal d'élites qui viennent se tester en début de saison et relancer la machine et un nombre impressionnant de coureurs amateurs qui viennent aussi se redonner bonne conscience après les fêtes et pourquoi pas tenter de chercher un petit RP sur un parcours assez rapide. Et j'ai eu la chance d'avoir pu discuter avec Arnaud Dely, un jeune duathlète belge au palmarès déjà très impressionnant, pour parler un peu de son parcours, de ses objectifs pour la saison et au-delà, et puis tout simplement de duathlon, qui est un sport que je connais un petit peu moins que le triathlon, et du coup, j'espère en apprendre et vous en apprendre un petit peu plus sur cette pratique. Alors je vous laisse écouter notre échange avec Arnaud, et comme c'est un nouveau format que je lance, laissez-moi s'il vous plaît un gros like, un super commentaire, et sur les plateformes que vous utilisez, style Apple Podcast, Spotify ou Deezer, un énorme 5 étoiles pour aider le podcast à être référencé, et accessoirement, me montrer votre intérêt et me motiver à vous en proposer d'autres. Allez, bonne écoute. Salut Arnaud, bienvenue. Hello, merci bien. Alors, tu es né en 97, pardon, en 97. C'est ça, pour les Belges. Tu es duathlète professionnel, actuellement 3e au classement World Triathlon Duathlon. C'est ça. Bravo. Tu es champion de Belgique de duathlon sprint en 2023 et 2024. Tu as également été champion d'Europe ici cette année. À Coimbra, si je... C'est ça, en Portugal, ouais. C'est ça. Tu as également gagné donc, ces championnats d'Europe-là. Pas mal de victoires aussi sur les Grands Prix français. C'est ça, ouais. Un record sur le 10K, 28 minutes, 22 secondes. Ouais, ça date déjà de 2022. Impressionnant. 13 minutes 48 sur le 5K. Et aussi pas mal de beaux résultats en relais mixte. Ouais, c'est ça. On a été champion du monde à la première édition des relais mix qui ont eu lieu en duathlon, du coup, pour la première fois. C'était en 2023, il me semble, ou 2024. Les dates, je commence à m'y perdre aussi. Mais ouais, première fois, du coup, qu'on a été les premiers champions du monde. Donc, c'était marrant aussi écrire un peu l'histoire du duathlon et du relais mix duathlon, quoi. Ouais, avec Maureen Ricourt, ma collègue belge. Bon, bah, c'est impressionnant. Bah, écoute, est-ce que peut-être tu peux me raconter un peu, parce que c'est pas tous les jours qu'on a un champion d'Europe, comment ça s'est passé cette course et qu'est-ce que ça fait justement de passer la ligne d'arrivée en premier au championnat d'Europe? Ouais, ben au final, c'était un peu, je pense, je vais pas dire inattendu parce que y a rien à faire. On passe un peu des étapes au fur et à mesure de sa carrière. Et j'avais déjà été champion d'Europe et du monde U23 du coup. Mais là, ça va être concrétisé en élite. C'est vrai que là, on passe quand même un step. Donc, je pense qu'au final, c'était un peu la suite logique, entre guillemets, de ma carrière sportive. Et je pense que j'étais plus étonné quand j'ai été la première fois en U23 champion du monde. Là, je me dis, waouh, ouais, c'est impressionnant. Mais là, c'est clair que c'était un rêve, entre gros guillemets, parce que j'aime pas dire ce terme-là, parce qu'au final, c'est plus un objectif. Mais ouais, de concrétiser. Puis surtout, de la manière dont j'avais fait la course, c'était vraiment... une course qui a été agressive avec une échappée à vélo. Donc pour moi, c'était vraiment, en plus de gagner, je gagnais avec la manière. Donc c'était vraiment, pour moi, je pense, une de mes, si pas la plus belle course de ma carrière à l'instant, quoi. Sur la chaîne, on parle généralement davantage de triathlon que de duathlon. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler un petit peu quels sont, dans quel sens on fait les sports, quelles sont les distances, justement, notamment dans cette course-là? Du coup, le duathlon, c'est vrai que on dit toujours le petit frère du triathlon parce qu'en fait, à la place de la natation, on a une première course à pied. Donc, on dit souvent c'est pour les triathlètes qui savent pas nager. Il y en a d'autres qui disaient que c'était pour les coureurs qui savent rouler à vélo aussi. Donc, un peu maintenant, de plus en plus, on se rend compte que beaucoup de triathlètes aussi sont forts au duathlon. Donc, ça se transverse pas mal, le triathlon et le duathlon de ce point de vue-là. Mais voilà, donc première, on commence avec une course à pied, puis un vélo et une course à pied. Et aussi, comme le triathlon, on a les différentes distances. Les plus courtes distances, maintenant, sur les Grands Prix, on a des distances qui sont pour moi un peu trop courtes parce que c'est... Et souvent, on fait ça avec on fait des pédales normales qu'on court nos chaussures de course à pied parce que c'est tellement court. On fait genre 2 km la première cape, puis 2 ou 3 km de vélo et on finit avec 800 mètres de course à pied. Donc, c'est vraiment à fond. Et ça va jusque les plus longs duathlons. Je pense c'est Zofingen, donc en Suisse. Je pense que c'est 10 km à pied. La première, c'est assez peu, mais puis c'est genre 160 km à vélo avec quelque chose comme 2000 de D+, et puis 30 km à pied avec là, encore une fois, dans les trails où c'est...
je sais bien une anecdote d'un ami moi qui avait fait ça, disait que les premiers, c'est les seuls qui ne marchent pas sur la course tellement que c'est en fait très vallonné et que c'est en trail, donc c'est 30 km vraiment dur. Donc voilà, il y a tout l'étalage aussi de distance. D'accord. Et donc toi, tu es vraiment spécialiste à ce stade dans ta carrière du sprint Ouais. ou durant l'année, tu te testes aussi sur d'autres distances ou vraiment... Les deux distances, je veux dire un peu Rennes qui a depuis maintenant, depuis que j'ai commencé, donc 6 ans que je suis vraiment au haut niveau, c'est donc le sprint et je veux dire standard, on dit olympique pour le triathlon normal. Donc les sprints, c'est 5 à pied, 20 à vélo puis 2,5 à pied. Et les distances standards, c'est 10 à pied, 40 à vélo et 5 à pied, on finit. Il y a de plus en plus de distances un peu intermédiaires. On a souvent aussi des 5 à pied, 30 à vélo, 5 à pied. C'est un format qu'on va peut-être avoir ici cette année-ci au World Games. Donc, c'est les Jeux Olympiques pour les sports qui ne sont non olympiques parce que le duathlon est un sport non olympique. Donc, voilà, on a aussi un peu tous les différents profils et aussi, comme en triathlon, des profils très vallonnés, très plats. On a de tout, quoi. Donc, on s'est un peu touché à tout. D'accord. C'est intéressant que parfois la première course à pied soit plus longue que la deuxième. J'aurais plus pensé que tu aurais une course à pied plus courte. Après, tu envoies tout sur le vélo, mais tu as quand même la punition de la longue course à pied. Ça dépend un peu. Les formats qu'on a sont vraiment, maintenant, on a vraiment de tout, comme un peu en triathlon. On voit la Super League ou des choses comme ça. Où les gens testent un peu de toutes les distances. Et aussi, ce qui est chouette maintenant, vu que le niveau devient de plus en plus haut chaque année, que ce soit en triathlon ou en duathlon, on voit vraiment des gars qui sont bons sur sprint, donc ils sont bons sur plus standard, donc ils sont bons quand ça monte plus, quand c'est plus plat. Donc c'est ça aussi qui fait, je trouve, la beauté du sport quand ça devient de plus en plus de haut niveau, c'est c'est pas toujours le même gars qui gagne devant. Donc pour ça, c'est chouette, quoi. Ouais, non, c'est clair. Alors, toi, donc, tu es belge, tu vis majoritairement en Belgique, ouais. Mais j'ai vu sur les réseaux que tu t'entraînes beaucoup sur Gérone. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous dire ce que tu aimes bien dans cette zone-là? C'est assez vallonné aussi, donc est-ce que tu vois un bénéfice pour toi dans le cadre justement de tes entraînements et après de tes courses? C'est clair que la Belgique... À part le café, parce que je crois ça c'est peut-être le point numéro 1. Mais c'est vrai qu'en Belgique, les conditions sont surtout en hiver pas les plus favorables pour la pratique de mon sport. Le vélo, la course à pied, en limite, ça, la course à pied, je veux dire que ça passe encore, mais c'est vrai que quand il faut... s'enquiller des 15-20 heures de vélo par semaine. Le rouleau, ça me dérange pas encore trop, mais c'est vrai qu'à la fin, les fesses commencent un peu à gratter, quoi. Donc, c'est pour ça. Et puis aussi, ça fait maintenant 2 ans que j'ai rejoint le groupe du PTC. Donc, c'est le groupe avec, du coup, Martin Van Riel comme entre leader, qui est vraiment le gars qui performe très bien. On a maintenant eu la chance de Cassandre Beaugrand qui vient rejoindre notre groupe. Donc voilà, le groupe commence vraiment à s'étoffer. Et moi, j'ai bien aimé aussi de retrouver en fait cette philosophie du triathlon, parce que mon ancien coach était plus un coach de course à pied et que le vélo était un petit peu ajouté à ça. Mais au final, quand je suis passé ici avec Len Polunis, son prénom, dans ce groupe-ci, j'ai vraiment passé un cap à vélo. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte, c'est la dernière course à pied sur un duathlon. Si on a les jambes flinguées du vélo, on ne courra pas notre plein potentiel. Donc, c'est ça, en fait, toute la complexité du duathlon. C'est que on a beau être très, très bon coureur. Si le vélo nous laisse trop de traces et qu'on n'est pas assez fort à vélo, on ne sera pas courir derrière. Donc voilà, c'est pour ça aussi que du coup, je suis souvent à Gérone pour rejoindre ce groupe-là qui est basé essentiellement à Gérone. Donc voilà, j'ai pas encore fait le pas de vivre là-bas, parce que c'est vrai que moi j'ai encore ma famille qui est quand même en Belgique, madame aussi qui est quand même attachée qui travaille du coup encore en Belgique beaucoup. Donc il faudrait que je parle un peu plus espagnol, parce que là mon espagnol n'est pas encore du tout au point. Ouais, ça c'est vrai. Pour ça ils comprennent déjà un peu plus le français. Ouais. Mais voilà, du coup j'essaie d'aller faire quelques stages du coup pour rejoindre le groupe et voilà, c'est pour ça que... Et puis Gérone est une ville aussi, j'ai vraiment pris d'amour pour cette ville, parce qu'on a vraiment, pour rouler comme pour courir, vraiment des magnifiques trails, du plat, du vallonné. La petite ville a vraiment un charme fou, je trouve, qui garde toujours un peu son côté vieux. Vraiment, et c'est la bête pour le café, etc. Donc ça, c'est vrai que... Clairement. Un petit coffee stop, ça fait jamais de mal. Je suis pas le dernier à vouloir aller faire ça, quoi. Petite préférence pour le espresso mafia, je crois. Oh, j'aime bien, vraiment, je tourne. Là, il y a de tout. Oniria, j'aime vraiment bien. Il y a espresso, il y a le café de Frodeno. Je retrouve sous le nom maintenant. La Comuna, voilà. Il y a de tout. Il y a Eden Coffee aussi. J'aime bien tourner. C'est ça qui fait aussi
le charme aussi, c'est que tu peux tourner et changer, quoi. Donc voilà. C'est clair. Alors, juste pour comprendre un peu comment ça se passe, un entraînement en duathlon, donc bon, il y a nécessairement un sport en moins, mais tu peux peut-être nous expliquer un peu comment voilà, ça s'organise sur une semaine, quel est un peu le focus Au final, maintenant, du coup, que je me suis j'ai rejoint le groupe de triathlon du PTC, je m'entraîne vraiment fort comme un triathlète de plus en plus. Je nage juste pas comme eux, mais voilà, il m'arrive de nager 2 à 3 fois semaine. Bon, là, ces derniers temps, c'est plus 1 ou 2 fois. Mais voilà, j'essaie quand même de garder un petit peu contact avec la natation parce que c'est quand même un sport qui est porté. Ça me garde quand même un peu un petit contact avec la natation pour peut-être des futurs projets sur triathlon, pourquoi pas. Mais voilà, mais c'est clair que du coup, quand eux nagent les 6 fois, voilà, moi je remplace ça par une course à pied du coup. Un footing de 40 minutes à 1 heure. Et rouler, je roule un petit peu plus qu'eux, en moyenne quand même. Mais voilà, ça tourne quand même autour des 25, 30, ça peut même pousser à 32, 33 heures. Et je ne compte pas là-dedans la muscu, pour parler avec mon ami qui est juste là, qui compte sa muscu. Mais après, c'est pas des muscles non plus très très difficiles. Nous, on a 2 fois 45 minutes. On essaie de garder ça quand même concis et pas de rester 3 heures dans la gym. Donc voilà, 2 fois 45 minutes en plus de ça. Mais ouais, ça fait quand même vraiment beaucoup de volume. Et c'est ça aussi que j'ai bien aimé à travers le groupe de triathlon. Parce que moi, avant, j'étais plus, comme je dis, axé très course à pied. Et je rajoutais un petit peu le vélo. Mais au final, je me suis rendu compte que je courais pas spécialement plus vite. Et que le vélo m'apportait énormément en fait. Quand j'avais vraiment essayé de me focus que sur la course à pied et de faire des semaines à 180, 200 bornes de course à pied, que ça ne me faisait pas aller plus vite. J'étais meilleur en courant 120, 130 et de garder mon vélo à côté. Donc voilà, c'est aussi ça que j'ai aimé à travers cette philosophie de l'entraînement. Donc voilà, beaucoup de volume quand même. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à l'entraînement. Non, mais c'est rassurant de t'entendre dire ça parce que à mon niveau qui n'est clairement pas le tien, le fait de faire moins de volume, ça m'a permis aussi de beaucoup progresser par rapport à d'autres années où j'avais énormément de volume en course à pied, énormément de volume en vélo et au final, tu crées une fatigue, t'as l'impression que tu as une courbe qui va s'inverser au bout d'un moment. Et le plus tu rajoutes, le moins en fait tu progresses. Donc. Clairement, mais ce qui est difficile, c'est aussi du coup, il faut beaucoup parler, je pense, avec son coach de ça, pour ceux qui ont un coach, mais ceux qui s'entraînent tout seuls aussi, c'est prendre un peu de recul et voir ce qui a marché pour vous, ce qui n'a pas marché, et essayer d'être humble par rapport à ça. Et aussi, maintenant, il n'y a rien à faire avec les réseaux sociaux, Strava et compagnie. On voit que un tel a été courir 120 semaines, donc on se dit, moi, je vais peut-être courir 120 ou 130, alors qu'au final, notre propre corps n'a pas besoin de ça, et c'est ça qui est quand même il faut rester c'est difficile, c'est pour ça qu'en soi un coach est super important, mais de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on fait et se dire est-ce que ça a vraiment marché de faire ça ou pas et d'adapter. Et donc c'est en ça que je pense que c'est important de bien s'écouter, écouter son corps, et je pense que c'est toujours mieux un poil trop peu que trop. Maintenant je pense que le volume reste important, mais je pense que c'est plus en termes de l'intensité que là il faut être hyper après de prendre ses précautions par rapport à ça, parce que ça c'est vraiment ça qui peut du coup un peu, je vais pas dire enterrer des athlètes, mais trop d'intensité ça peut vraiment être très néfaste et contre-performant pour la perf. Non, clairement. Alors souvent on entend, et c'est vraiment à la louche, tu vois, 80% d'endurance, vraiment 20% d'intensité, c'est aussi ce que toi t'as plus de manière générale ou... Je me dirais même encore plus moi que 80%. À la base les 80-20 ça a été vraiment en termes de séance, parce qu'il y en a qui pensent que c'est aussi en termes de temps, dire si je fais 100 minutes d'entraînement, 80 minutes doivent être... Mais c'est plus en termes de séance, de dire si j'ai 10 séances, c'est 8 séances qui sont faciles et 2 séances plus dures. Et moi, en termes de... Je pense que je suis à 90% de base. Maintenant, aussi, d'un point de vue physiologique, je veux dire, mon intensité, moi, je veux dire à 18, même 19 à l'heure, je suis encore en endurance entre gros guillemets, mais plus encore basse. Ma physiologie est encore, si on parle de lactate sanguin ou quoi, je suis encore à 1,5 millimol à 19 à l'heure, quoi. Donc il faut aussi arriver à se rendre compte aussi de ça pour les gens quand on parle de 80% ou 90%, est-ce qu'on prend en compte ça ou pas? Mais c'est vrai que moi je suis quelqu'un, on s'est rendu compte aussi avec mon coach en me parlant beaucoup que moi l'intensité c'est pas quelque chose qui me fait beaucoup progresser. J'arrive sur mes courses
si j'ai fait trop d'intensité avant, je dis j'ai laissé des plumes à l'entraînement, quoi. Je le sens vraiment, j'ai pas cette hargne, je me sens pas frais et du coup je reviens des fois de course où je me dis mais attends, est-ce que le mercredi la séance vraiment rapide de 400 sur la piste, ça m'a pas plus coûté qu'autre chose, quoi. Donc après c'est peut-être moi aussi mentalement qui parle de ça, mais voilà, c'est un peu, moi j'ai vraiment l'impression que du volume, beaucoup de base, bien sûr quelques petites déboulées, quelques petits 200 mètres ou des sprints ou des choses comme ça, mais voilà, il ne faut pas beaucoup plus, quoi. Et pour moi 95% de ma forme c'est d'avoir un bon premier seuil, une bonne vitesse de pointe, et puis le reste c'est vraiment les petits détails qui restent, et il me faut 2 ou 3 séances, pas plus pour faire une bonne perf, quoi. Ah non, je comprends. Et tu as parlé du lactate. Alors, c'est quelque chose qui a été vachement mis en avant, notamment par les triathlètes norvégiens depuis 2-3 ans. Et après, c'est vrai que sur les réseaux, on voyait tout le monde acheter déjà des les utiliser. Alors, les utiliser plus ou moins n'importe comment. Exactement. Tu vois un réel intérêt, toi, dans ta pratique? Ouais, puis moi, surtout, j'avais déjà même l'idée un peu avant cette mode, je l'utilisais déjà, parce que mon coach avant était déjà aussi assez friand de science et de lactate, donc c'était déjà, avant cette mode, je l'utilisais déjà, donc j'ai pu aussi faire un peu mes gammes, entre guillemets, avec voir ce que le lactate, parce que c'est qu'une photo, c'est qu'un endroit à un moment T, et de plus en plus que je vois le lactate trop bas n'est pas non plus une bonne chose. Genre des gens qui sont vraiment diesel ou qui sont surentraînés. Aussi des lactates qui ne montent pas. Donc des lactates qui montent, c'est aussi un signe de fraîcheur, etc. pour le plus haut niveau. Donc voilà, il faut prendre ça avec des pincettes. Maintenant, c'est clair qu'il n'y a rien à faire si on prend 2 moments T au moment après la off-season et quand tu es en bonne forme. Clairement, on voit des différences d'un point de vue de lactate et que ces seuils bougent vers la droite, qu'on est plus économe, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est des marqueurs qui restent pour moi super importants. Mais voilà, ça prend avec des pincettes. Des fois, les gens sont trop suivis une mode. Moi, par exemple, l'exemple du double seuil, pour moi, ça n'a jamais fonctionné. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Après, est-ce que j'ai pris assez de temps pour que ça marche? Moi, j'ai essayé ça pendant 1 ou 2 mois et je croyais clairement que je ne pourrais pas tenir ça sur le long terme. Donc, c'est aussi... j'écoute beaucoup mon corps par rapport à ça. Et je sais qu'avant d'aller chercher la blessure, je préfère me dire oh là, c'est trop fort pour moi. Je sais que si je continue comme ça encore 5-6 mois, je vais tout droit à une blessure. Donc du double seuil, du deuxième seuil, hein, du coup... ça pour moi c'est un peu aussi des modes et voilà, c'est pas parce que ça marche pour Jakob Ingebrigtsen que ça marchera pour tout le monde, parce que aussi au plus haut niveau en vélo, des Remco ou des Tadej, tout le monde n'est pas Tadej ou Remco ou Jakob Ingebrigtsen, et c'est pas parce que eux font ça. Puis aussi, je pense que pour prendre l'exemple de Jakob, il a cette philosophie-là depuis qu'il a 6 ou 8 ans. Donc, ça a été aussi, il a eu aussi tout le temps de pouvoir faire ses bases avec le lactate et apprendre de son corps. Mais voilà, il ne faut pas non plus suivre de mode, s'écouter. Je pense que aussi ce qui va être bon pour une personne à un moment T va plus l'être 3 ou 4 mois après, parce qu'il aura besoin d'autres stimulus ou stimuli, je sais pas comment on dit à chaque fois. Le pluriel, stimuli, je crois. pour son corps. Donc voilà, c'est encore une fois à bien écouter son corps. Au final, ça reste, je pense, la clé. Et d'un point de vue des intensités d'entraînement, on entend de plus en plus le RPE, de se dire sur l'échelle de 0 à 10, comment est-ce que tu te sens maintenant? Est-ce que tu es dans quelle zone? Et des fois, plus corrélé que dire ta fréquence cardiaque ou même ton lactate ou des choses comme ça. Donc, voilà, écouter son corps, pour moi, au final, ça revient à la base. Mais... C'est vrai que le RPE, ça te permet de mettre une donnée un peu objective sur quelque chose de super subjectif. Ouais. Comment est-ce que tu sens, comment tu te sens, comment est-ce que tu as ressenti ton effort. Et exactement. C'est vrai que c'est pas mal. C'est bien de le corréler avec aussi d'autres éléments peut-être un petit peu plus objectifs. Mais exactement. Ça peut être une bonne... C'est un ensemble, je pense. C'est vraiment un ensemble. D'un côté, plus on a de données, plus on va pouvoir vraiment arriver à cibler son intensité. Et le but de la séance, c'est ça aussi, et des fois, quel est le but de la séance initiale. Mais oui, non, c'est d'essayer d'avoir... Maintenant, il ne faut pas être dans l'obsession non plus de trop de données et trop suivre ces données, parce qu'aussi, on peut en tomber sur l'extrême. Mais voilà, je pense que d'un côté, avoir plus de données, c'est pour faire des meilleurs choix au fur et à mesure. Et comme tout ce qui est analyse de sommeil, etc., pour tout ce qui est maladie et compagnie. Donc voilà, je pense qu'il y a un juste milieu encore là-bas à trouver et il ne faut pas être dans l'extrême dans un comme dans l'autre. Je pense que d'avoir des données, c'est toujours mieux. On dit qu'on peut faire progresser que ce qu'on peut mesurer aussi. Donc voilà, c'est dans cette optique-là un peu que j'essaie de mesurer sans être fou de ça, quoi.
Tu te sers un peu, toi, du HRV, donc la variabilité de la fréquence cardiaque? Ouais, moi je dors avec un Whoop, là, donc le bracelet pour analyser aussi le sommeil. En fait, les données sont directement envoyées à mon coach et c'est lui qui. Moi, je le regarde avec d'un œil un peu loin parce que j'ai pas non plus envie trop que ça me perturbe au quotidien, genre entre guillemets. Voilà, là, pour prendre un exemple, j'avais été il y a 1 mois et demi justement à Gérone, bien malade. Mais au final, quand on est bien malade, on n'a pas besoin du Whoop qui te dit que tu es à 12% pour savoir que tu es malade. Là, j'ai été vraiment dans le rouge pendant 4 jours et voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu 2-3 fois l'exemple où mon coach m'a dit écoute, cette séance-là, on va la sauter parce qu'on voit vraiment que ces 3 derniers jours, ça n'a pas été. Et du coup, on l'a fait le jour d'après. Mais voilà, c'est plus mon coach qui reçoit toutes ces données-là sur Training Peaks et qui se dit, encore une fois, il ne me donne pas de directive directement, mais il me dit voilà, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as dormi? Encore cette communication. Et si là, en plus du groupe qui me dit que je suis pas bien, moi je dis écoute, non, je suis flingué. Là, il ajuste, mais voilà, si le groupe dit que ça va pas et que moi je dis écoute, moi je me sens totalement frais et capable de faire la séance, il me fait confiance. Et voilà, c'est aussi, encore une fois, écouter son corps et savoir faire avec, quoi. C'est ça, mais c'est intéressant ce que tu disais par rapport au fait qu'une méthode qui a l'air de super bien marcher pour quelqu'un n'est pas nécessairement transposable à quelqu'un d'autre. Dans le domaine pareil du triathlon, quand les Norvégiens ils avaient tout explosé en 2021-2022, tout le monde a commencé à faire comme eux, un volume énorme, une intensité énorme. Il y a plein de gens qui performaient super bien, de professionnels, qui en fait, ils ont tenu 2 mois, ils ont éclaté, ou ils ont fait des années terribles parce que c'était juste pas adapté pour eux. Et quand ils sont revenus à quelque chose qui était plus adapté pour eux, du coup, ils ont repris un petit peu. Ouais, exactement. Puis aussi, je pense qu'il y a aussi. Je sais bien que les Français seront très friands de VMA et des choses comme ça, des trucs un peu plus d'intensité. Après, on prend l'exemple ici d'un Étienne Daguinos qui vient de tout faire le record d'Europe de 10 km. C'est un gars qui suit aussi beaucoup cette philosophie. Bon, il a un petit peu implémenté maintenant tout seul quand même. Mais voilà, je pense que, comme on le dit, chacun, si on s'écoute bien son corps, on sait ce qui marche, parce qu'il n'y a rien à faire aussi l'entraînement, c'est aussi des essais-erreurs. Des fois, il faut tester peut-être des choses pour progresser. Maintenant, voilà, il faut aussi, après, savoir reculer, se dire est-ce que ça a fonctionné ou pas, ou est-ce que je suis vraiment en tête dans le guidon et je continue, quitte à aller chercher la blessure, parce que les blessures, les maladies ou des choses comme ça, c'est rien à faire. Ça va te permettre, ça va t'éviter de la constance à l'entraînement. Et ça, je pense que de tous les type d'entraînement, que ce soit n'importe quelle philosophie, je pense que le volume et la consistance année après année, mois après mois, ça va être la clé de l'entraînement. Donc voilà, c'est un peu sous cette vision-là que j'aborde les choses, quoi. Ouais, non, je pense que c'est clairement la clé. Alors, pour revenir un petit peu à ta pratique, nous on s'était rencontrés ici d'ailleurs, à Valence, il y a 1 an, juste après la course. Ouais. Tu peux peut-être nous raconter comment est-ce que tu avais vécu justement cette course-là? C'est un peu, j'imagine, vu le moment auquel elle tombe dans l'année, une course pour lancer un peu la saison. Comment tu l'avais vécu? Et puis aussi, quel est un petit peu ton objectif du coup pour dimanche? On est à quelques jours donc, de l'édition 2025 et pour relancer la nouvelle saison. Ouais, l'année passée, chaque fois, il n'y a rien à faire. Ça reste très tôt dans la saison pour nous, les duathlètes, les mêmes triathlètes, ceux qui font... Ça reste une course. Pour moi, je prends toujours cette course-là un peu avec l'envie de mettre un dossard en pleine période hivernale. L'année passée, c'était aussi dans le même... J'ai jamais vraiment fixé de gros objectifs sur cette course-là. D'ailleurs, je pense jamais fixer de gros objectifs sur des courses à pied. Ça reste pour moi, comme on le parlait, le duathlon qui aujourd'hui me paye. J'ai un contrat avec l'ADEPS qui sont en fait des contrats qui me mettent en fait des objectifs à mettre sur l'année. Et ce sont toujours des objectifs, en fait, championnat d'Europe, championnat du monde de duathlon. Donc, entre guillemets, que je cours 32-30 dimanche ou que je cours 26-12. Bon, si je cours 26-12, ce sera bien, hein, mais on prend les gros extrêmes. L'ADEPS, ils s'en foutront complètement, quoi. Donc, c'est ça aussi qui est important pour moi à toujours bien garder en tête. Mais voilà, je cours toujours cette course-là avec l'envie de mettre un dossard dans la période hivernale. L'année passée, j'étais parti un peu trop vite. J'étais un peu pris dans l'entrain des premiers Européens. Je m'étais dit il faut absolument que je suive le premier groupe d'Européens. Sauf que ça m'a coûté un peu au 6-7e les moments critiques d'un 10 km, quoi. Ça devient dur, hein. C'est là où on sait si on est parti trop vite ou pas. Et j'étais parti, je pense, en 8-10 aux 3 km quand on passe le petit pont. Ça va vite. Ouais, ça allait un peu trop vite, beaucoup trop vite même. Et je sais plus à combien je finis. Je peux venir vite, 28, 30... 36, voilà. Ce qu'il a quand même rêveur. Oui, voilà, c'est quand même une bonne course. J'étais quand même au final content au vu à la fin comment j'avais quand même
eu du mal sur les derniers kilomètres. Maintenant, ça reste une course aussi où il y a une énorme densité, qu'on ne trouve pas ça partout. Donc, c'est ça aussi, pour ça que j'aime bien venir faire cette course-là, parce que même des fois, avec pas trop de préparation, si on a un bon groupe et qu'on a une bonne journée, on peut toujours faire des chouettes trucs. Et c'est comme ça que j'avais fait mon record aussi, pareil. Pour moi, c'était marrant cette course-là. Donc, c'était en 2022 où j'avais fait 28-22 du coup. Pareil, là, je m'étais dit, donnez-moi une course la semaine d'après, je fais bien mieux. Et au final, j'ai toujours plus fait mieux ça depuis cette course-là parce que je pense qu'il y a la densité, il y a le climat. Les routes sont plates comme pas possible. Donc, maintenant, on est des fois un peu dépendant du vent qu'il peut avoir parce que des fois, sur la dernière ligne droite, enfin, sur la ligne droite du 3e au 6e, on est quand même fort exposé. Donc, ça dépend aussi un peu des conditions. Maintenant, il fait quand même toujours plus meilleur qu'en Belgique où là c'est plus compliqué de faire des bons chronos sur 10 km cette période de l'année quoi. Non, clairement, on en parlait un petit peu justement en off que Valencia ça devient une ville vraiment super attractive pour le sport de manière générale mais surtout pour la course à pied. Le marathon, le semi, le 10K, chaque année c'est sold out, quasiment impossible si tu t'inscris pas vraiment tout au début d'avoir ta place et je pense que c'est parce que les gens ils viennent chercher des chronos comme tu dis c'est super agréable, c'est au soleil, souvent c'est en fin d'année où il commence à faire froid ailleurs ou en début d'année où pour le 10K où il fait déjà froid ailleurs. Et du coup les routes sont top, c'est top vraiment ça lance bien la saison. Vraiment chaque fois moi pour un plaisir de venir, vraiment une petite pause aussi de la Belgique comme tu dis, comme il fait froid. Puis ici, on se retrouve aussi avec des amis qui ont la même passion que nous. Donc vraiment, c'est vraiment top de pouvoir faire cette course-là. On espère toujours faire des bons résultats après. C'est toujours ça un peu le truc. On n'est pas là non plus en vacances, quoi. Mais toujours chouette de venir faire cette course-ci. C'est sympa de se faire plaisir en même temps, de chercher la perf. Vraiment. Et donc du coup, c'est la première course de la saison. Pour justement lancer 2025, tu peux nous parler peut-être un peu de la saison que tu envisages pour cette année? Du coup, ici, cette année spéciale, comme je parlais des World Games au début, c'est l'année, comme les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans les World Games. Donc en 2025, on aura droit aux World Games qui auront lieu à Chengdu, donc en Chine. Donc moi, ça va mettre du coup mes 3 gros objectifs, championnat d'Europe, championnat du monde et World Games. On va commencer avec les championnats d'Europe en avril. Puis je me trompe toujours un peu dans les dates, mais ça va finir avec, ça va être championnat du monde et puis World Games qui va suivre un mois après. Donc ça va être, je pense, étalé tous les mois, plus ou moins avril, à partir de là. Donc il va falloir aussi arriver à piquer au bon moment. Avant ça, je vais sûrement faire des stages en altitude. Donc je pars sûrement à Sierra Nevada en mars. Et puis normalement, on fera Romeu entre le championnat du monde et les World Games. Donc voilà un petit peu le programme. C'est les 3 grosses courses de mon année, mes 3 gros objectifs. Et à partir de là, des fois, ça agrémente un peu de grands prix comme en France où on a toujours à cœur avec mon club de Confreville de Perfet là. Donc voilà, la saison est vite chargée. Parce qu'on fait tous les grands prix, ces 3 courses-là, des fois quelques petits 10 km comme par exemple ici. Donc voilà, ça avait vite des périodes chargées, quoi. Non, c'est intéressant parce que donc là, je comprends qu'il y a 3 gros objectifs qui sont assez rapprochés finalement. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir un pic, comme tu disais, de manière si rapprochée Pour moi, je pense que je vais quand même essayer d'avoir mon gros focus sur les World Games parce que ça reste la plus grosse course. Donc, en fait, je pense que je vais prendre les 2 premières courses comme plus un build-up, je vais dire, pour monter jusque-là. Maintenant, en sortant de stage, je serai toujours normalement en bonne forme et ce sera à voir aussi si je prends des périodes un petit peu plus, une semaine un peu plus cool après une course. Et puis je repars sur un bon bloc d'entraînement. Mais voilà, normalement, j'aime bien en fait cette constance aussi. Ça se retrouve aussi dans mes courses, comme au Grand Prix. Je pense que j'ai déjà gagné 6 Grands Prix. Je suis jamais très loin du top 10, top 5, voire du podium. J'aime pas trop avoir de trop gros pics non plus, quoi, parce que sinon... je sais pas, c'est toujours moi qui aime bien aimer être plutôt constant plutôt que d'être une fois premier et puis une fois, 35e. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est ma manière aussi de m'entraîner et j'aime vraiment la constance en entraînement, de garder vraiment cette routine d'entraînement sans trop aller sortir de ça. Même des fois, rien que pour moi, la off-season, c'est déjà difficile pour moi de couper 2-3 jours. Donc, je suis aussi un peu addict à rien à faire, à courir, à rouler, et j'aime trop ça, donc voilà. Et justement, juste pour rebondir sur ce que tu disais, quand tu as l'impression que si tu as un
trop gros pic et donc une perte de ouf. Après, tu vas vraiment avoir un dip après. Enfin, c'est ce que tu as déjà expérimenté du coup. Ouais, après, quand tu as des courses que ça se passe bien, je veux dire que tu es un peu sur ton nuage et c'est facile aussi de prendre un petit peu des jours plus calmes et tu repars après de plus belle. Mais le plus dur, c'est quand tu as vraiment piqué un événement et que tu es vraiment déçu. Là, après, tu es plus un peu dans le blues. Après, ça dure souvent 2-3 jours et je reviens vite à mes entraînements et j'essaie de vraiment de. Pour ça, je suis très vite à quel est le prochain objectif parce que si tu restes vraiment sur toujours des styles d'échecs, je vais dire, il faut savoir vite rebondir et pas rester négatif parce que j'ai toujours été quelqu'un qui va de l'avant et au final, même tout ce qui est palmarès, etc., moi, ça me parle pas trop. J'aime vraiment pas me dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je pense que j'aurai tout le temps après quand j'aurai fini ma carrière de pouvoir me dire tout ce que j'ai accompli. Maintenant, je suis vraiment sur même si je fais un bon chrono, je vais me dire qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, est-ce que j'étais bon là, quel est le prochain objectif et toujours un peu de l'avant. Je pense aussi ça qui fait le fait que j'aime bien être constant et j'ai toujours un... Il y a quand même un aspect un peu psychologique justement dans tout ça. Tu travailles peut-être avec un coach justement mental ou autre. J'ai jamais, ça m'a déjà une fois trotté dans l'esprit de parler, d'aller voir un coach, mais il faut trouver le temps aussi. Moi, ça faisait rien à faire, ça prend quand même beaucoup de temps de s'entraîner et des fois, je préfère juste, je vais dire, aller jouer à ma PlayStation et juste prendre un peu de temps off. Parce que c'est ça, en fait, je pense qui est important, c'est quand tu as les entraînements aussi, d'arriver à switcher et d'avoir autre chose dans la vie que triathlon, duathlon et l'entraînement et les perfs. Donc, mais d'un point de vue psychologique et de coach mental, j'en ai jamais trop ressenti le besoin. Je sais pas, j'arrive à vraiment bien me mettre dans un bon mood avant les courses, essayer d'avoir le bon mindset. Et c'est aussi quelque chose avec mon coach que j'ai beaucoup travaillé, avec le nouveau coach du coup, Glenn, d'avoir un peu une vision du processus en fait d'entraînement et ça m'a vraiment enlevé en fait beaucoup de stress avant les courses. J'ai quand même assez stressé avant la course et maintenant en fait il n'y a rien à faire. Je pense que la course c'est juste le résultat de tes entraînements et en fait c'est au jour le jour l'important de ce processus, de se dire est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que j'ai bien mangé, est-ce que j'ai bien tout fait, si j'ai bien fait mes entraînements, si j'ai mangé assez de glucides pendant la séance vélo, enfin tous des mini détails. Et au final, jour de la course, fais-toi plaisir et ne stresse pas. T'as fait l'important. Si t'as fait le maximum que tu pouvais à l'entraînement, ça va payer de toute façon. Et si pas, il faut essayer de trouver la raison pour laquelle. Et puis hop, on est reparti. Qu'est-ce qui n'a pas été? Pourquoi? Comment est-ce que je peux remédier à ça? Et c'est en fait un cercle à chaque fois dans le process, en fait, plus que le résultat. C'est vraiment une phrase que maintenant, j'ai même mis en bio, je pense, Insta. Process over results, vraiment les gens sont trop fixés à tu cours combien, c'est quoi ton palmarès, mais moi c'est pas ça qui me définit, je pense. C'est vraiment qu'est-ce que je fais au quotidien, qu'est-ce que j'ai partagé mes valeurs, est-ce que j'ai partagé ma passion pour le sport. C'est ça aussi je pense qui est important dans le sport, c'est de partager. Si on ferait ça tout seul dans notre coin, ce serait pas chouette. Et puis aussi partager aux gens que c'est important de faire du sport. Si je pense que tout le monde ferait du sport, ça réglerait beaucoup de choses, je pense. Non, c'est clair. Et puis, c'est même par rapport à ce que tu me disais, ton entraînement, c'est aussi un moyen de transformer un peu le côté super individuel finalement de ce sport-là et en quelque chose un peu plus collectif, partager un petit peu plus. C'est parce que c'est difficile aussi, hein. Ça reste une performance individuelle et il n'y a rien à faire. Quand tu fais une bonne performance, tout le monde va se retourner vers toi. Mais c'est là aussi, j'en parlais souvent aussi avec mes amis, mais quand tu fais une perf, tout le monde est là pour dire bravo, mais quand t'as un coup de moins bien ou que tu fais un peu une contre-perf, là on voit vraiment ceux qui sont là avec toi au quotidien et qui vont te soutenir. Et voilà, je pense que c'est aussi quelque chose d'important de différencier aussi, je veux dire, ceux qui sont là au quotidien et ceux qui sont là que quand ça va bien, quoi. C'est pour ça que je te posais aussi la question de l'accompagnement au niveau mental, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être assez solitaire et assez polarisant, dans le sens que quand tout va bien, comme tu dis, c'est génial et je pense que tu te fais beaucoup d'amis d'un coup. Et quand t'as un coup de moins bien, peut-être qu'il y a très peu de personnes finalement qui restent, qui en fait sont les personnes qui réellement sont attachées à toi. Après, j'ai mon entourage aussi qui supporte aussi ce que je fais, mais aussi, je prends l'exemple de mes parents, ils sont aussi fort détachés par rapport à ça. Ils ont toujours été très... faut que tu fasses tes études. Ils disaient, faire du sport comme tu fais, c'est pas un métier. Vraiment,
quand est-ce que tu vas travailler. Et au final, Old school. ouais, vraiment, maintenant, il commence un peu à se prendre quand il voit les résultats que je fais, etc. Il commence à se prendre un peu au jeu. Mais d'avoir aussi ce recul et de se dire que c'est bien, t'es champion d'Europe de duathlon, mais au final, t'es aussi personne dans la vie. Enfin, je veux dire, t'as pas inventé un vaccin contre des choses hyper importantes. Donc, voilà, pour moi, ça reste quand même de rester les pieds sur terre et bien s'entourer des personnes voilà, qui t'aiment pour qui tu es et pas pour ce que tu fais, je pense. C'est important, Ouais. non, c'est important. On parlait un petit peu voilà, des différentes clés justement pour progresser, de ce que tu utilises dans le cadre de ta préparation. Pour toi, la nutrition, dans le cadre de ta pratique justement et des duathlons au sprint, est-ce que c'est quelque chose de très important? Ça l'est pour les triathlons, surtout quand tu vas commencer à aller sur les 73, sur les distances Ironman. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Dans l'effort, tu parles là, Alors, au j'imagine quotidien. que pendant l'entraînement, c'est quand même super important parce que vu les volumes que tu m'as dit, 30, 32, 35 heures, tu peux pas faire autrement. Après, j'imagine que voilà, pour la récupération, tu dois forcément également avoir ces choses-là, mais aussi pour peut-être ta course. Comment est-ce que ça s'articule? Du coup, au quotidien, moi, c'est de manger le plus possible. De manger le plus possible. C'est vrai que les gens, pour moi, mangent pas assez. Là, en plus, j'ai maintenant avec une application Get Fueling. Je sais pas si oui. Je pense que Frodeno, d'ailleurs, est aussi qui s'occupe aussi de cette application-là. Et je rentrais des fois un peu les grammages que je mange et on se rend pas compte à quel point on doit manger quand on s'entraîne. Donc ça, d'un point de vue juste de tous les jours, manger. Genre, il faut juste pas... Beaucoup de gens sont là en train de se restreindre, etc. On va de plus en plus... Pour ça, je pense aussi que les Norvégiens ont fait vraiment une bonne pub de... À Blumenfeld, il n'y a rien à faire, il a un physique hors norme, mais ça fait une bonne pub pour les gens de se rendre compte que le poids ne fait pas tout. Et voilà, c'est un peu old school de penser trop qu'un kilo en moins, ça vaut autant de secondes au kilomètre pour, par exemple, la course à pied ou... Voilà, du coup, encore plus en triathlon, là, je pense qu'il faut vraiment être robuste et vraiment solide. D'un point de vue, là, du coup, plus de la course, c'est vrai que sur des sprints, etc., on ne fait pas trop gaffe. J'essaie de manger 3 heures avant la course, quand même assez de glucides, mais je prends juste un gel, je veux dire, caféiné avant ma course pour juste avoir un petit coup de boost. Mais voilà, les plus longs, quand c'est des distances standards, on a quand même 1h45 de course. Bon, c'est pas extrême, mais voilà, là-dedans, je prends quand même un gel et souvent une boisson, je veux dire, de 60-70 grammes de glucides. Bon, voilà, donc à mon avis, je dois avoir 60 grammes sur l'heure pour ma course. Maintenant, c'est vrai qu'aux entraînements, là, du coup, quand je fais des grosses séances de 3-4 heures de vélo, j'aime bien pousser à 100-120 grammes par heure quand j'ai plus d'intensité. Et c'est vrai que je ressens vraiment aussi pour les jours d'après, en fait. C'est surtout ça le plus important. D'un point de vue, je veux dire, au moment même sur la séance, que je prenne, je pense, 60 grammes par heure ou 120, je vais pas ressentir le fait que, oui, j'ai pas d'hypoglycémie, mais c'est surtout pour les jours d'après où le lendemain, je me sens tellement, comme limite, comme si j'avais rien fait la veille, alors que j'ai quand même vraiment envoyé du gros volume. Donc pour ça, c'est pour moi super important de vraiment manger en quantité énorme, quoi. Pour la récup, c'est vraiment un truc aussi que j'avais remarqué. À la base, quand tu regardes le physique un peu plus traditionnel des triathlètes, duathlètes, c'est des gens plutôt filiformes, qui pas trop de... Et au final, c'est clair qu'en ayant un taux d'absorption un petit peu plus important, et on parlait tout à l'heure justement des approches différentes de l'entraînement, ça peut être aussi une approche différente de la nutrition, avec des gens qui prônent un peu le low carb. Moi, je suis pas du tout fan de ça. Maintenant, je pense que chacun... Si ça marche pour certains, c'est peut-être que ça marche, mais de ce que je vois aussi et de ce que j'ai entendu d'un point de vue scientifique, j'ai l'impression que ça marche pas spécialement. Je sais pas si tu l'as déjà toi expérimenté, mais... J'ai essayé et alors après c'est difficile parce que moi je suis pas professionnel et du coup je trouve qu'il y a aussi des difficultés, tu vois, cognitives si tu te nourris pas comme il faut dans la journée, tu fonctionnes juste pas pareil. Et je pense qu'il y a vraiment une très longue durée d'adaptation pour réussir à métaboliser le fat finalement pour remplacer les carbs, le sucre. Mais moi, ça m'avait pas vraiment réussi. Et en fait, j'ai même pas poussé le truc, tu vois, pour valider totalement le fait que c'était un échec pour moi. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, ça me suffit, je suis c'est ça. j'aime bien manger, j'aime bien faire plaisir. Et
j'ai remarqué comme toi que lorsque tu te nourris bien durant les séances, tu récupères vachement plus vite. Ouais. Tu limites aussi le risque de blessure, très clairement. Clairement. Et tu es plus en forme pour repartir le lendemain. Ouais, après, c'est peut-être aussi sur les ultras, je sais pas, ultra trail, des choses comme ça, peut-être que c'est peut-être un avantage, mais ouais, du coup, là, pour ma distance que je fais maintenant, et je pense même que je me mettrais sur Ironman, je passerais même pas à essayer de faire ça. Je pense qu'aussi, il faut pas se dire d'être dans des cases aussi. Il y en a qui aiment bien se mettre dans une case. Je suis low carb, je suis vegan, je pense qu'il faut aussi s'écouter, se faire plaisir, ne pas se restreindre, parce que ça, je pense que c'est aussi vite des choses qui après vont revenir enfin 2 fois plus si on se dit je veux pas manger de cookies aujourd'hui, demain t'en mangeras le triple. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, c'est vraiment ça. Donc il faut juste écouter. Encore une fois, on revient à écouter son corps et voilà, on a plein de data partout, mais si tu t'écoutes pas... Et t'entends un petit peu de tout, tu vois, le côté, dans les boissons, les gels, tu vas toujours avoir un mélange, glucose, fructose et autres. Le fructose peut-être un peu cancérigène, des choses comme ça. Donc forcément, si tu t'envoies 120 grammes par heure pendant plusieurs heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et tout, il y a peut-être un risque, je ne sais pas. Donc, il y a ces considérations-là, mais au final, je pense que personne n'a suffisamment... de recul encore. Donc pour ça, je pense que même on n'a pas encore assez de recul, surtout les Magnus Ditlev qui mangent aussi 160, 170 sur Kona. Donc voilà, mais après, je sais pas, j'imagine quand même qu'ils sont quand même aussi forts, suivis scientifiquement, etc. Mais voilà, je pense d'un point de vue performance, ça marche pour eux. Et je pense aussi, c'est vraiment peut-être une clé pour avoir de nouvelles performances. On voit des records qui tombent sur Ironman, etc. Donc c'est quand même qu'il y a quelque chose. Bon, après, il y a aussi bien sûr le matos, etc. qui n'arrête pas d'évoluer. Mais voilà, je pense que c'est aussi une clé, un peu comme les paires carbone. Je veux dire, ça permet aussi de s'entraîner plus, de mieux plus manger. Donc plus s'entraîner, ça veut dire aussi avoir de plus grosses adaptations et aller peut-être plus vite aussi. Donc voilà. Tu as une rotation un peu de chaussures à l'entraînement justement, ou tu utilises beaucoup les carbones pour l'intensité ou... Il y a aussi pour ça plusieurs philosophies. Moi, dans mon groupe, il y en a qui sont anti-carbone à l'entraînement, qui vont faire tous les entraînements sans carbone pour se dire, moi, je garde les carbones pour ma course et jour de course, je gagne 5-6 secondes par kilomètre. Et il y en a dans l'inverse qui se disent, moi, je mets tout le temps des carbones, comme ça, je peux faire plus de kilomètres et je récupère aussi plus, un peu plus vite, je vais dire. Moi, je suis plus de l'école, je garde sans carbone pour mes endurances, pour mes tempos, des choses comme ça. Et dès que je vais un peu plus vite, je mets mes carbones, quoi. Ouais, c'est vraiment ce que je fais aussi. J'avais remarqué, il y a quelques temps, pendant je pense 2 saisons d'affilée, j'avais que des carbones tout le temps. Même en EF ou quoi. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ton pied devient fainéant. Tu perds de la force, de la musculature. Ouais, dextérité du pied, il n'y a rien à faire aussi d'apprendre son pied à... Et j'ai des douleurs qui sont apparues, du coup, je ne savais pas d'où elles venaient. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté d'utiliser les carbones et elles sont parties. Ouais, c'est fou. C'est incroyable. Ouais, le renforcement, entre guillemets, musculaire aussi du pied, il n'y a rien à faire. Moi, j'avais eu aussi il y a 2 ans et demi. Maintenant, c'est pas spécialement à cause de carbone, mais voilà, essayer de renforcer son pied, parce que c'est vraiment le contact numéro 1 qu'on a avec le sol dès qu'on commence à courir. Donc voilà, je pense qu'il faut encore une fois être doser ça. Maintenant, on entend des gars qui ne courent qu'en carbone. Je prends l'exemple de Mehdi Frère, qui est un tout bon marathonien, un Français. Lui, il ne jurait que par ça. Il arrive à courir du coup des 300 bandes semaine avec des carbones. Chacun a sa philosophie. Si ça marche pour lui et qu'il n'est pas blessé, pourquoi pas. Et on aura de tout. Il y aura chaque fois des exemples, des contre-exemples. Mais voilà, je pense qu'il faut là, encore une fois, être dans le juste milieu et aussi de courir que sans carbone. Je pense que maintenant, on est tellement habitué à courir avec carbone que voilà, quand on commence à faire beaucoup de vitesse avec sans carbone, ça peut aussi là, du coup, aller un peu chercher les risques de blessure. Ou alors, on va chercher des moins hauts volumes, parce que maintenant, on a peut-être je vais prendre déjà, on fait 10 fois 1000. Avec les carbones, maintenant, ça passe crème. Mais je veux dire, si on fait ça sans carbone, on va peut-être devoir en faire 6 pour avoir le même effort. Musculairement, le lendemain, on a intérêt à bien manger ses carbs pendant la séance pour bien récupérer, quoi. Mais voilà. Ça rejoint ce que tu disais, qu'en fait, il n'y a pas une approche. Non. C'est juste ce qui fonctionne pour toi que tu dois appliquer au final et adapter en fonction de ce que tu ressens. Ouais, vraiment. Bon. Alors, tout à l'heure, tu me parlais des World Games. Est-ce que tu vois un jour le duathlon devenir un sport olympique ? J'aimerais, mais voilà, ça reste moi aussi... Par exemple, il y a eu un petit peu ce débat-là ici à Paris, vu qu'il y a eu un peu le problème avec la qualité de l'eau de la Seine.
D'un côté, j'aurais pas du tout envie que ça se passe sur un duathlon parce que je me mettrais à la place de n'importe quel triathlète qui s'est entraîné je sais pas combien de temps dans l'eau et que ça devienne un duathlon, j'aurais pas voulu. Mais d'un point de vue de la com que ça aurait pu être pour le duathlon, ça aurait été vraiment chouette parce que ouais, je pense qu'il y a des sports, je vais pas dire qu'il y en a qui méritent ou méritent pas d'aller aux Jeux Olympiques, mais je trouve que c'est un sport qui a sa place aux Jeux Olympiques. Je veux dire, comme par exemple, on a un 5000 à 10 000 sur piste, pourquoi pas avoir un triathlon et un duathlon parce qu'il y en a qui seraient bons aussi. Maintenant, il y en a qui pensent que tous les triathlètes pourraient être bons duathlètes, ça je pense pas spécialement. Maintenant, c'est vrai que les trois meilleurs, je vais prendre Alex ou Hayden des Yellow Hins pour dire un Belge, serait aussi très très costaud sur duathlon, mais c'est un sport à part et voilà, savoir rouler vite après une première grosse course à pied, c'est peut-être plus difficile du coup que de rouler vite après une natation qui a aussi un sport porté. Les cas ne répondent pas pareil quand on a couru, je prends l'exemple d'un 10-45, mais quand on court 30 minutes, c'est 10 premiers kilomètres, rouler après en 40 km à pousser les watts, c'est différent que nager. Maintenant voilà, je pense que ça a sa place parce que voilà, c'est un sport qui est aussi très fun à voir. Et si on prend l'exemple aussi d'un point de vue télévisé, je prends l'exemple du triathlon. Pour moi, la natation, on voit pas grand-chose. Hein. Je veux dire, on voit pas des choses qui se passent. On voit juste qui est premier et dernier hors de l'eau. Et puis, on fait des comptes. Mais je veux dire, on voit pas tant des batailles ou quoi. Donc, pour ça, je trouve que c'est aussi télévisuel, je pense. Donc, pour moi, ouais. Après, je prêche pour ma paroisse. Mais voilà, pour moi, je pense que ça a clairement sa place. Mais voilà, mais moi aussi, j'aimerais bien du coup essayer un peu de triathlon sur 7.3 ou quoi. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment sa place pour le duathlon. Il y a d'autres sports aussi qui sont... Enfin, je veux pas dénigrer de sport. Donc, pour moi, beaucoup de sports ont sa place là. Maintenant, voilà, je pense vraiment le vélo, la course à pied, c'est quand même des sports qui demandent beaucoup d'heures d'entraînement, des sacrifices, ouais. Vraiment, pour moi, ça définit vraiment l'athlète et le sport, donc pourquoi pas. Bah, et c'est des sports qui individuellement sont déjà olympiques de toute manière, exactement, donc ça aurait du sens aussi, clairement, de faire ça. Est-ce qu'un jour, on va te voir sur triathlon? Du coup, c'est ce que je disais un petit peu. Moi, j'ai commencé par le triathlon. Hein. J'ai déjà fait un 73 à l'âge de 18 ans, championnat de Belgique à Eupen, où j'avais déjà pas trop mal fait. Je pense que j'avais fait quand même un top 10 avec mon vélo de route et des mini prolongateurs. Donc, mais voilà, ça c'était à 18 ans. Et ouais, j'aimerais bien repasser un petit peu maintenant sur 73, essayer de voir un peu ce que ça fait. Maintenant, je pense que je serai jamais maintenant, quand on voit le niveau, le tout haut niveau. Mais voilà, voir ce que ça fait aussi sur des parcours où du coup ils sont très vallonnés, par exemple à vélo, où je pourrais vraiment faire, mais revenir sur les gens de devant. Sur un parcours tout plat, je pense que là, c'est quand même compliqué parce qu'il y avait des dynamiques de course qui font que faut sortir quand même plus à l'avant. Mais voilà, j'aimerais bien retoucher un petit peu au tri parce que aussi, avec mon groupe d'entraînement, ça me fait rêver de voir les gars qui nagent comme ça. Donc voilà, ça, pourquoi pas. J'aimerais bien déjà aussi cette année-ci peut-être essayer d'en faire un comme Gérard Mer, je sais pas si tu vois. Bien sûr. En septembre, donc voilà, pourquoi pas faire ça et reprendre un peu là-dedans. Mais voilà, là, pour l'instant, comme je l'ai dit, c'est le duathlon qui me paye, donc j'aurais toujours à cœur de devoir performer là-dedans. Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre non plus aussi de changer. Ça permet aussi de un peu se renouveler, de faire d'autres choses et ça travaille aussi des points un peu différents. Donc voilà, pourquoi pas. Maintenant, l'Ironman, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais voilà, 73, pourquoi pas. Après, tu as des triathlètes, je pense à Sam Lang notamment, qui n'est pas le meilleur en natation, mais qui détruit pas mal de mecs à vélo. En course à pied, il est très très fort aussi et qui au final arrive à faire des super résultats. C'est clair que quand il est en face des gens qui sont clairement très bons dans les trois disciplines, c'est un petit peu plus difficile, mais pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Et puis même, le niveau maintenant aussi est vraiment incroyable. Quand je vois encore mon groupe d'entraînement, là, par exemple, j'ai 2 Italiens, 2 jeunes, Alessio Crociani qui sont premiers de l'eau à Paris, d'ailleurs, et un jeune Juan De Nigro, il doit avoir 18, 19 ans, je pense. Et dans les 3 disciplines, il est juste monstrueux, quoi. C'est impressionnant maintenant, là. Le niveau auquel le triathlon est mené. Avant, tu pouvais te dire, moi, je cours bien et je nage pas mal. Maintenant, si tu nages pas bien, tu roules pas bien et tu cours pas bien, voire très bien dans les 3,
C'est difficile d'être dans les top 20 d'une WTS, par exemple. Hein. Bah, ça devient fou à la fois pour les professionnels, mais aussi pour les groupes d'âge. Ouais. Des fois, tu vois des perfs, c'est C'est impressionnant. c'est fou. Ouais, vraiment. Mais bon, écoute, là, on est quoi 50 minutes. Je pense que c'est un bon sujet pour clore cette vidéo. Alors, en tout cas, je te remercie beaucoup, Arnaud. C'était vraiment Merci cool à toi, merci de beaucoup. prendre ton temps avant cette course. Je te souhaite vraiment une super course pareillement. dimanche. Faites tout sur le 10K et puis on se reparle peut-être du coup quand tu bascules sur triathlon. Ouais, ça va, ok. J'essaierai de faire ça. Et puis aussi, en plus, c'est la mode des Belges. J'ai l'impression en ce moment en triathlon avec Martin et Jelle qui sont vraiment... C'est fini la méthode norvégienne. J'ai l'impression que la méthode belge marche pas mal pour l'instant. Donc voilà, pourquoi pas cette année... fin de saison, essayer de me tester un peu là-dessus, quoi. Ça peut être un bon sujet, ça, la méthode belge. Ouais. Les frites et les bières. Ça marche. Allez, merci Arnaud. Merci bien. Salut. Ciao.